Les jurys du prix Roger Caillois ont cette année choisi de récompenser le travail d'un jeune éditeur, pour reprendre l'expression proposée, afin de désigner ce qu'on pourrait appeler un petit éditeur. Gérard Bérébi, en 1982, vous avez créé les éditions Alia, avec l'aide de Jean-Claude Renaud, qui avait fait ses armes aux éditions Plasma, et avec une maquette marquante réalisée par Patrick Lebedeff. Il paraît qu'en latin, Alia signifie les autres choses. La maison, d'abord établie dans votre appartement de la Goutte d'Or avant de s'installer rue Charlemagne, avait alors un objectif auquel elle s'est tenue avec une belle rigueur, celui de pratiquer l'édition sans participer à la foire d'Empoigne, en suivant ses goûts et ses envies, en gardant sa liberté. Pour vos débuts, Gérard Bérébi, vous aviez choisi de rééditer le premier volume de Mes Inscriptions, un recueil de réflexions et d'aphorismes d'un mémorable surréaliste belge, Louis Kuttner, que vous avez eu, je crois, la chance de rencontrer. En voici Justin. Bienheureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et bienheureux les cons, car ils ont le royaume d'en dessous. À Kuttner, suivant la publication de 2 textes sur la révolution russe, puis celle d'une somme sur la fondation de l'Internationale situationniste, dont vous êtes un spécialiste reconnu. Alia a poursuivi sa route et connu quelques tempêtes financières, et vous avez été menacé de mettre la clé sous la porte au milieu des années 90. C'est alors que vous avez eu l'idée de lancer une petite collection en format de poche et d'y abriter des livres comprenant entre 50 et 200 pages. Des livres vendus au prix unitaire de 40 francs de l'époque, soit 6 € d'aujourd'hui. Le premier titre, La paresse comme vérité effective de l'homme, un texte inédit en français de Casimir Malevitch, rencontra un vif succès, comme ce fut ensuite le cas de Lire au cabinet d'Henri Miller, ou La grande beuverie et le mont analogue de René Daumal. Cette collection a aussi permis d'accueillir les débuts d'écrivains contemporains, aussitôt remarqués, tels Valérie Mrégène avec Mon grand-père, Grégoire Bouillet avec Rapport sur moi, ou les premiers pas littéraires de David Bosc, Adrien Laroche, Olivier Benyaya ou Thomas Clair. Le livre n'est pas une denrée périssable pour vous, Gérard Bérébi, qui avait pris l'habitude de réimprimer un titre avec des variantes de couleurs pour la couverture, tant que vous êtes allergique à l'idée du pilon, en conservant toujours la cohérence de votre catalogue, votre indépendance et votre singularité en marge du milieu de l'édition. Les projets d'envergure ne vous ont jamais effrayé. Il faut rappeler les presque 2400 pages du Zibaldone de Giacomo Leopardi, traduit, préfacé et annoté par Bertrand Schaeffer. Leopardi, mort à Naples en 1837 après une indigestion de glace au citron, dont vous aviez commencé en 1994 par proposer les pensées et dont à ce jour vous avez publié pas moins de 18 volumes. Les amateurs de musique vous remercient également chaudement pour le travail que vous avez effectué dans ce domaine ou autour. On peut citer le livre éblouissant de Nick Tosches sur Jerry Lee Lewis, Hellfire, le fameux Lipstick Traces, sous-titré Une histoire secrète du XXe siècle de Greil Marcus, le merveilleux Awobop Alobop Alobop Bam Boom de Nick Cohn, ou encore Please Kill Me, l'histoire du punk non censuré par ses acteurs. Avant de vous laisser la parole, cher Gérard Bérébi, je voudrais encore mentionner 2 livres qui auraient certainement touché Roger Caillois. Je pense d'abord au conseil d'un disciple de Marx à un fan d'Heidegger, de Mario Santiago Papasquario, un poète mexicain, José Alfredo Zendeja Spinetta, de son vrai nom, cofondeur avec Roberto Bolaño du mouvement littéraire infraréaliste qui inspira au génial Bolaño l'un des personnages de ces non moins géniaux détectives sauvages. La traduction d'un petit volume proposé dans une édition bilingue est vendue la modique somme de 7 € étendue à Samuel Monsalve. Enfin, comment ne pas également vous remercier de nous avoir redonné à lire les épigrammes de Carlos Diaz Dufo, traduits quant à eux par Antonio Verli. Le seul livre publié de son vivant à Paris en 1927 par un personnage qui avait vu le jour à Mexico en 1888 et fut reconnu en tant que précurseur du micro-relato latino-américain. Merci beaucoup. Bonsoir, cher public. Bonsoir, monsieur le directeur de l'Amérique latine. Bonsoir, les membres du jury. Et merci d'avoir, au pas de charge, décrit plus de 40 ans de travail d'édition, ce qui m'évitera de faire référence au livre que j'ai publié. Donc, je vous en suis déjà reconnaissant pour l'avoir fait et pour l'avoir si bien fait. Donc, je vais tenter de vous parler d'autre chose. Il faut bien qu'il se passe quelque chose, que ça bouge un tout petit peu. Et le sentiment que j'ai quand on m'a annoncé que
j'étais honoré, que j'étais distingué, ça n'arrive pas tous les jours, en tout cas moi, du prix Roger Caillois de l'édition, il fallait bien que je dise quelque chose à ce sujet. Et donc que je rende hommage, un tant soit peu, à Roger Caillois lui-même. Et puis je trouvais que c'était un petit peu compliqué dans un temps si court, parce que je travaille. Et donc, j'ai pas beaucoup de temps disponible. C'est-à-dire que l'édition, c'est un peu un sport de combat. On est occupé tout le temps à faire des choses. Et donc, j'ai trouvé très rapidement quelque chose que tous les amateurs de Roger Caillois connaissent. C'est le très beau discours que Madame Marguerite Yourcenar a prononcé en 1981 en hommage à Roger Caillois. Rassurez-vous, je ne vais pas du tout vous lire le discours de Madame Yourcenar, mais je vais vous lire une seule phrase que j'ai trouvée dans ce discours-là. Et Marguerite Yourcenar, en rendant hommage à Roger Caillois, lui rend hommage dans tous ses débuts quand il était à peine jeune homme et qu'il était lycéen à Reims, où il y avait d'autres gens présents, comme Roger Gilbert Lecomte, comme René Daumal, comme Pierre Minet, des gens qui sont un peu familiers du catalogue des éditions Alia. Et puis, cette dame, Marguerite Yourcenar, qui dresse ce portrait, mais ce n'est pas le seul, parce qu'elle a fait dans ses livres des portraits très pénétrants, qu'elle parle d'un empereur romain ou d'un jeune lycéen, il y a toujours cette capacité à saisir les premiers instants dans les premières démarches du à peine jeune homme qui, en quelque sorte, marque un destin qui va ne demander qu'à s'affirmer par la suite. Et c'est un peu le destin d'un peu tout le monde. Après, ce que chacun fait de son destin le concerne et règle ses problèmes avec lui-même, et d'autres restent fidèles à ce destin qui commence très jeune. Au lycée de Reims, ce don se manifeste d'abord, comme il le fait si souvent à cet âge, par curiosité, l'audace, la révolte d'un esprit qui, comme il a dit plus tard, n'aime pas ne pas comprendre. Donc, bien décidé de pousser le plus loin qu'il se pourra sa quête, décidé de pousser le plus loin qu'il se pourra sa quête, fut-elle dangereuse, et à rejeter le plus violemment possible ce qui lui paraît obstacle à celle-ci. Et donc, quand j'ai lu cette phrase, et je me suis dit, voilà le manifeste des éditions Alia que j'aurais pu écrire parce que je souscrivais à tous les mots qui étaient là. Donc je me suis dit, au début je pensais que la maison existe depuis longtemps, la bonne réputation, vous savez, on est reconnaissant au travail sur la durée, à la bonne volonté. Et donc sur le tard, on reconnaît des qualités et on couronne en attribuant un prix à la personne qui s'est donné cette peine, etc. Et puis, je me suis dit que j'aurais très bien pu l'écrire parce que moi, j'étais habité, et pardonnez-moi du peu, je le suis encore aujourd'hui, des moindres mots que Marguerite Yourcenar utilise pour parler de Roger Caillois. Et donc, moi qui croyais que c'était ça, et je me suis dit, on ne pouvait pas rêver mieux. S'il y a une personne qui méritait d'avoir le prix Roger Caillois de l'édition, c'était bien moi et personne d'autre, tout simplement. Et je vous en suis tout à fait reconnaissant d'avoir visé dans le mille, quoi. Parce que je pensais que j'avais forcé un peu la main, je ne vous connaissais pas, ou de très loin, quoi. Et donc, je suis très, très content de cela parce que quand j'ai voulu créer cette maison, vous savez, quand on est jeune, la fougue de la jeunesse, on n'a peur de rien, on ne se pose aucune question, on va de l'avant, etc.
Moi, j'avais l'ambition de faire quelque chose qui ne ressemblait à rien et que je souhaitais sans cesse réinventer. En fait, ce que je souhaitais, c'était quelque chose de contre-nature, c'est-à-dire que malgré le temps qui passe, je ne voulais pas que ça vieillisse. Et donc pour ça, il a fallu redoubler d'énergie pour toujours inventer quelque chose et pour se renouveler. On a parlé tout à l'heure d'une chose à laquelle je suis très attaché. Juste le point commun avec Roger Caillois, sur le fond quand même, il faut le dire, c'est que voilà quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied avec une très grande rigueur dans tous les domaines qu'il a abordés. Il n'a épousé aucune discipline, il les a toutes embrassées. Et il était capable de parler de tout. Et moi, je voulais faire ce travail-là. Je voulais faire un catalogue où tous les auteurs que j'installais dans ma maison, d'ailleurs, vous l'avez précisé, alias et les autres choses en bas latin, c'est-à-dire les autres choses. Je souhaitais que les gens assemblés par ma simple volonté, mon simple désir, que personne dans la liste des auteurs publiés par la maison, que jamais ne se sente mal à l'aise avec son voisin. On ne peut pas le dire partout où on va quand même, ça. Hein. On ne sait pas quand on va quelque part si on va s'entendre avec tout le monde. Mais là, moi, j'ai voulu qu'il y ait des connexions qui s'opèrent. C'est un peu comme des liens souterrains entre les époques. Et donc, mon catalogue, comme pour Roger Caillois, il n'y a pas de discipline, on les embrasse toutes. Les époques, on commence depuis la nuit des temps jusqu'à l'extrême contemporain aujourd'hui. Et les langues, c'est comme elles se présentent, quoi. Et on a voulu aussi faire des choses parce que, comme vous le savez, tout acte, tout geste est toujours politique. Et je suis très fier, je m'enorgueillis, même je dois vous l'avouer, d'avoir réussi à créer cette maison d'édition où j'ai eu une politique, on va parler du vulgaire maintenant après le noble, à des prix de vente aussi bas que c'était déconcertant pour le milieu de l'édition, que c'était scandaleux que quelqu'un arrive et prétende vendre des livres en fait, à des prix pour les pauvres, ce qui est positivement scandaleux. On est là pour faire du business. Il y a la qualité littéraire, certes, mais il faut bien manger, quoi. Et il faut bien payer les auteurs, et puis tout le reste, et l'éditeur lui-même. Et on a commencé à publier des livres à des prix scandaleux qui ont fait des vagues, parce que beaucoup de gens se sont demandé comment faisait-on, d'où venait l'argent. Vous savez, c'est comme ça, hein, ça. Et puis, comme on dit, le train passe. Et puis on a continué. Et on est toujours là aujourd'hui. Et j'espère bien, si cela m'arrive, après moi, ça on ne sait jamais, je pourrais rester éternellement. Mais si que la maison continuera après moi, parce que cet esprit a enfanté aussi d'autres désirs chez d'autres individus qui veulent construire comme cela. Et je m'aperçois qu'ils sont très attachés à cet acte politique qui ont marqué dans l'époque les éditions Alia, c'est-à-dire de toujours non pas fixer un prix d'après une politique arbitraire de prix de revient, de faisabilité ou que sais-je encore, n'étant pas un gestionnaire, mais c'est pas grave, je le suis devenu. On a décidé de faire un prix que je dirais subjectif, qui pourrait nous convenir, qui nous plaisait, en disant « Ah ben ce livre-là, c'est sûr que ça ne va jamais marcher, qu'en plus, il y a de fortes chances qu'on aille dans le mur avec, mais on décide de le faire. » Alors, n'allez pas croire que c'est comme ça, parce que même si on décide de le faire, après, pardonnez-moi, mais on se dit, on est un peu dans la merde.
Et il va bien falloir trouver une solution pour faire quelque chose avec cette politique-là de choix qui paraît un peu surprenante pour l'époque, un peu bizarre, où tout est pensé, vous savez, où vous avez des menottes par des gens qui surveillent tout ce que vous faites, comme c'est dans l'édition, il y a des contrôles de gestion, etc. Là, si vous voulez, la maison est indépendante, mais c'est pas très important d'être indépendant, parce qu'être indépendant financièrement, pourquoi pas, c'est faisable, la preuve, on l'a fait. Mais c'est surtout dans la tête, l'indépendance. C'est l'indépendance dans la tête par rapport au courant d'une époque, par rapport au goût d'une époque. Et quand on est vraiment indépendant, comme il est dit à propos de Roger Caillois, il faut oser créer quelque chose de bousculer l'époque et en lui donnant à lire, pas obligatoirement ce qui lui plaît. Et après, on est là pour faire ça, et c'est le rôle que nous avons rempli et qu'on continue de remplir. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une surprise, parce qu'on est dans la création. Vous savez, le sacro-saint, la littérature, le beau, le noble. C'est très bien. Mais comment faire avec ça? Il faut aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame dans la tête des gens qui sont un peu dépassés. Et puis, il faut leur donner des nourritures. Des nourritures, c'est-à-dire un livre. Et que ce livre, sans prétendre régenter les esprits, mais des livres qui permettent de mettre un peu d'ordre dans ce qu'on ressent plus ou moins confusément. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution, ce n'est pas un parti politique, mais on fait d'une certaine manière aussi, tout domaine confondu, une forme d'agitation politique, d'agite-propre, mais sans donner de directive. Et partout où on passe, où l'on touche un public, on se garde bien d'épouser le public qui nous suit dans le moment ou qui fait un bout de chemin avec nous. C'est-à-dire, on est très content, ça s'est très bien passé, mais on continue notre chemin comme on avait prévu de le faire. Mais on n'est pas fâché. Voilà, merci beaucoup, je ne vais pas vous fatiguer plus longtemps.